Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, nous avons exploré avec Valentin Gibaudot le fonctionnement de notre système olfactif, ainsi que la manière dont il influence notre mémoire, nos émotions et notre bien-être. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser au rôle de la respiration dans la gestion du stress et de l'anxiété. Nous verrons aussi l'influence qu'a le type de respiration sur nos performances cognitives, notre santé mentale et la régulation de nos émotions. Si tu veux comprendre comment ta respiration influence ton humeur, ton énergie et tes performances, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre pourquoi la respiration buccale est à éviter, comment utiliser ta respiration pour réduire ton stress et ton anxiété, comment ta respiration influence ton niveau d'énergie, comment fonctionnent les cycles nasaux et leur lien avec la gestion du stress, quelles sont les pathologies mentales associées à une mauvaise respiration, quels sont les avantages de la respiration nasale, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu sauras comment utiliser ta respiration pour augmenter ton énergie et tes performances, mais aussi comment l'utiliser pour te détendre, faire diminuer ton stress et ton anxiété et améliorer ta régulation émotionnelle. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Valentin Gibaudot. Bonjour Valentin. Bonjour Carentin. Je te propose d'orienter sur la deuxième partie de la discussion autour du coup de la respiration la plus centrée. Et j'aimerais te demander quels sont... On entend souvent qu'on ne devrait pas respirer par la bouche, que ce soit pour des déplacements de mâchoire, etc. Mais du coup, quels sont les avantages à respirer par le nez? En quoi est-ce que c'est mieux que ce soit à la fois dans, du coup, peut-être le traitement des odeurs, je suppose, mais aussi, je sais qu'il y avait un lien avec tout ce qui était système immunitaire au niveau de la capture des poussières de tous les agents extérieurs qui sont mieux filtrés par le nez. Et j'ai appris récemment que même peut-être les performances cognitives, du coup, pouvaient être affectées. Donc, si tu pouvais nous dire en quoi, du coup, la différence entre respiration nasale et respiration buccale, et pourquoi la respiration nasale est meilleure, et pourquoi est-ce que, enfin voilà, pourquoi est-ce que les gens devraient la pratiquer et faire gaffe s'ils en viennent à plus de la respiration buccale. Ouais, carrément. Alors déjà, je pense que c'est très intuitif l'idée que pour faire du lien avec tout ce qu'on disait avant, les molécules odorantes, si on respire par la bouche, ne vont pas atteindre notre système olfactif. Alors ça, c'est vrai et faux dans une certaine mesure, dans le sens où on parle d'olfaction orthonasale et d'olfaction rétronasale. Orthonasale, ça veut dire les molécules odorantes arrivent par nos narines et viennent se fixer sur notre muqueuse olfactive et activer notre système olfactif. L'olfaction rétronasale, c'est l'idée que oui, par la bouche, comme ça se passe par exemple quand on mange et quand on déglutit, eh ben, il va y avoir certaines molécules de notre nourriture qui vont passer qui vont remonter en fait derrière le palais et venir activer notre système olfactif, mais ça reste quand même minoritaire par rapport à l'olfaction orthonasale. Donc globalement, oui, si on veut sentir des odeurs, il faut respirer par le nez, et donc qui dit respirer par le nez et sentir des odeurs, dit tous les effets que peut avoir le fait de ressentir des odeurs. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, tu as dit effectivement le pan un peu immunitaire, le pan filtrage, etc., de molécules, de poussière. Alors oui, carrément. Les cavités nasales, et en tout cas le compartiment nasal, c'est une structure anatomique bien assez complexe, bien plus complexe que la bouche. La bouche, c'est grosso modo une cavité, mais la cavité nasale, c'est plein de cavités en fait. Donc c'est-à-dire qu'au sein de nos cavités nasales, donc qui tapissent les parois de nos cavités nasales, il y a ce qu'on appelle du coup la muqueuse nasale, qui est, qui est tapissée d'un épithélium, c'est-à-dire une couche de cellules assez particulière dont la fonction est de sécréter un mucus. Et ce mucus, effectivement, va permettre deux choses, de fixer, enfin plusieurs choses, mais j'en ai en tête essentiellement deux. De un, de fixer, enfin trois, donc fixer les, les- les pathogènes, les poussières, tout ça qui viennent de l'environnement extérieur. Donc, et puis par certains mécanismes traiter et régurgiter tout ça. De deux, humidifier l'air qu'on respire.
et de 3 réchauffer l'air qu'on respire ou qu'on inspire plus particulièrement, histoire que justement plus ça traverse ensuite notre trachée et puis notre arbre bronchique, plus il y a un air qui est sain pour nos alvéoles pulmonaires en tout cas, qui arrive jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et donc quand on respire par la bouche, tout ce système de muqueuse nasale est largement bypassé. Et donc on a un air en quelque sorte moins sain pour nos alvéoles pulmonaires qui arrive jusqu'à nos alvéoles pulmonaires. Donc un air bien humide, bien chaud. Et donc pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut imaginer que on a nos cavités nasales, certes, mais au niveau de nos cavités nasales, on a des cornets olfactifs, on a 3 paires de cornets olfactifs, c'est des espèces de labyrinthes de muqueuses. Donc en gros, une façon un peu intelligente qu'a trouvé la nature pour nous créer pour augmenter la surface de notre muqueuse nasale, donc mettre des petits labyrinthes au travers desquels l'air est obligé de passer pour venir se faire réchauffer et humidifier. Et puis aussi, on a nos sinus, donc sinus maxillaires, sinus ethmoïdaux, sinus frontaux, c'est-à-dire des espèces d'extensions de muqueuse nasale qui viennent combler l'intérieur de certains de nos os maxillaires, ethmoïdes et frontales, et dont la fonction est là aussi de laisser de l'air venir un peu se, se- j'allais dire s'agglutiner, en tout cas de l'air venir s'arrêter là-dedans pour venir vraiment se réchauffer, s'humidifier, etc. Et donc, voilà, comme tu as dit, effectivement, bien plus de potentiel d'une entrée nasale de l'air plutôt qu'une entrée orale de l'air, donc buccale, pour ces aspects humidification, réchauffement et dépathogénisation de l'air qu'on aspire. Et enfin, troisièmement, effectivement, la porte d'entrée nasale de l'air a un potentiel à avoir des effets cognitifs par rapport à la porte d'entrée buccale. Et donc ça, effectivement, ça a été montré assez récemment. Et la raison est super intéressante. Et d'ailleurs, l'intuition, on peut dire cocorico, parce qu'il y a un Français qui a donné beaucoup d'intuitions de pourquoi ça peut marcher. Donc je vais parler en fait d'un chercheur qui s'appelle Xavier Grosmaître, qui en 2007 a publié un article où il a montré chez des modèles de rongeurs, en l'occurrence chez des rats, que nos neurones olfactifs, dont je parlais tout à l'heure, possédaient des récepteurs olfactifs qui sont certes chémosensibles, c'est-à-dire qui ont un potentiel à être activés parce qu'il y a des molécules odorantes qui viennent se fixer sur ces récepteurs, mais aussi mécanosensibles. Mécanosensible, ça veut dire qu'une simple variation de pression va venir faire varier leur activité. Et donc, ça donne potentiellement l'idée que nos neurones olfactifs peuvent être activés même sans molécules odorantes. Alors, on peut imaginer qu'à chaque inspiration, il y a les deux qui se passent. Il y a de 1 des odeurs et de 2 une variation de pression, puisque notre inspiration vient augmenter la pression de notre cavité nasale. Et donc, à chaque respiration qui passe par nos cavités nasales, on a notre système olfactif qui va être activé de 1 parce qu'il y a des odeurs et de 2 parce qu'on a des variations de pression exercées par notre respiration elle-même. Ce qui ne se passe pas par la respiration orale. Et donc, comme je disais, le fait d'activer rythmiquement notre muqueuse olfactive, grâce à la respiration, va activer rythmiquement notre système olfactif. Et cette projection, en quelque sorte, de notre rythme respiratoire dans notre système olfactif va aussi se projeter jusqu'à notre système limbique. Et là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre cerveau lui-même, et notamment certaines aires, telles que les aires limbiques, peuvent voir dans leur rythme électrique de fonctionnement le rythme respiratoire. Parce que justement, via le système olfactif, notre respiration vient se projeter sur notre cerveau et pourquoi pas synchroniser, comme je disais, des aires cérébrales. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, donc globalement, je disais, c'est tout un tas de neurones qui fonctionnent à leur vitesse et qui ont besoin pour communiquer de se synchroniser
c'est-à-dire que les ondes électriques électromagnétiques dont ils sont à l'origine peuvent avoir besoin de se synchroniser pour communiquer. Mais il y a un moment où il y a besoin d'une sorte d'horloge, en anglais ils appellent ça de master clock, donc d'horloge maîtresse en quelque sorte, sur laquelle se caler des fois pour se synchroniser tous ensemble. Et quel meilleur candidat que nos rythmes vitaux, tels que notre rythme respiratoire, pour venir se synchroniser tous ensemble. Et donc la respiration, via la porte d'entrée olfactive, peut être une horloge pour notre cerveau. Et d'où le fait que, oui, la respiration nasale peut venir impacter nos rythmes cérébraux. Mais ensuite, on peut dire c'est bien gentil tout ça, mais notre cerveau qui est rythmé par notre respiration, à quoi ça sert? Donc c'est là qu'on peut donner de l'intuition au fait que à quoi ça sert de faire varier notre respiration d'une certaine manière quand on fait de la méditation, du yoga, etc. Et donc là, on donne l'intuition que oui, on peut modifier notre fonctionnement cérébral en respirant d'une certaine manière, c'est-à-dire par la porte d'entrée nasale, et d'ailleurs aussi par une respiration profonde, ça veut dire lente et ample, qui vient particulièrement impacter notre système olfactif et notre cerveau. Euh, mais donc là, voilà, comme je disais, c'est bien gentil, mais ok, certes, je viens modifier en quelque sorte mon état mental, mais aussi des fonctions cognitives un peu plus complexes. Et donc là, ça a été montré chez l'humain, par exemple, par une publication qui donne lieu à pas mal de débats. Mais en 2016, Christina Zelano, une américaine, a montré par des enregistrements chez l'humain que oui, la respiration nasale avait, par rapport à la respiration orale, avait de un pour potentiel de moduler nos activités cérébrales sur notre respiration, donc de caler nos activités cérébrales sur notre respiration, et de deux, que les fonctions mnésiques, donc d'encodage des souvenirs et de traitement des émotions, en tout cas de reconnaissance émotionnelle, mm, dépendaient en quelque sorte de la voie d'entrée de notre respiration. En l'occurrence, elle a montré que les fonctions mnésiques et les fonctions de reconnaissance émotionnelle, c'est-à-dire sur des visages humains, étaient meilleures en conditions de respiration nasale qu'en conditions de respiration orale. Et d'ailleurs, même, elle a montré qu'en fonction du moment de présentation de certains stimulus, c'est-à-dire est-ce que c'est en inspiration ou est-ce que c'est en expiration, eh ben, les performances à la tâche étaient différentes. Donc là aussi, il y a un effet de la respiration sur la fonction cognitive. Et donc, il est amplifié par une présentation nasale de courants air respiratoire plutôt que par une respiration buccale. Et tout à l'heure, tu nous as présenté rapidement le système autonome avec du coup le système parasympathique et sympathique. Mais quel lien est-ce qu'il va y avoir du coup, parce que là tu parlais aussi des émotions, du rôle de la respiration dans la détection des émotions. Et donc, quel lien est-ce qu'on va pouvoir avoir entre du coup la respiration nasale ou la respiration buccale, enfin un pattern de respiration, et la régulation émotionnelle, notamment du coup au travers du système autonome. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit en début de podcast, à savoir que la respiration mm, nasale, via ses effets sur le système olfactif, a un potentiel fort à se projeter sur le système limbique, en tout cas à modifier le fonctionnement du système limbique de par l'intrication anatomique et fonctionnelle entre système limbique et système olfactif. Et donc la respiration nasale a un potentiel fort à modifier notre état émotionnel et notre encodage des souvenirs, en tout cas les fonctions mnésiques, par opposition à la respiration d'origine buccale. Et donc notre système limbique lui-même est en lien avec très fort anatomiquement et fonctionnellement avec l'hypothalamus, qui est une zone de notre cerveau qui est la tour de contrôle de tout un tas de choses, c'est-à-dire de nos rythmes circadiens et d'autres choses, mais aussi de notre système nerveux autonome. Certains noyaux, c'est-à-dire certains groupes de neurones de notre hypothalamus, sont dédiés
à la genèse des rythmes qui permettent de réguler le tonus du système nerveux parasympathique et d'autres noyaux sont dédiés à la régulation du tonus sympathique. Et donc de là, on peut imaginer que un courant d'air nasal, en tout cas une respiration nasale, a plus un potentiel à impacter le système limbique et par suite notre hypothalamus et donc notre système nerveux autonome que notre respiration orale. Après tout ça, c'est un peu spéculatif parce que de mémoire, ça n'a pas vraiment été montré que, que la respiration nasale par opposition à la respiration orale euh, modifiait des activités du système nerveux autonome. Donc par exemple l'activité cardiaque, l'activité de transpiration, donc l'activité cutanée ou d'autres activités autonomes. Mais voilà, donc c'est juste spéculatif ce que j'ai dit, mais c'est comme ça que spéculent, en tout cas que discutent pas mal de papiers, d'articles scientifiques. Parce que j'avais vu Andrew Huberman qui avait fait avec son laboratoire une technique de respiration qu'il appelle en anglais, c'était... bon, j'ai plus le nom anglais, mais globalement, c'était une très longue inspiration par le nez. Une fois qu'on est les poumons remplis, il respire encore une fois par le nez, une sorte de... Mhm. Et ensuite, il garde tout dans la cage un petit peu, et ensuite, il expire par la bouche longuement. Et je sais que lui, il avait montré que du coup, 1 à 3 respirations suffisait à avoir tous les marqueurs de relaxation qui s'activent et tous les marqueurs de stress, d'anxiété et tout qui réduisent. Ouais, Mais du coup, je sais pas si c'était dû proprement, vu qu'il insiste pour que dans la respiration, ce qui comptait, c'était vraiment l'aller par le nez et le retour par la bouche. ouais, Et du ouais, coup, je sais pas si c'est dû à la quantité de temps, parce que je sais que si on fait une longue expiration, on va avoir tendance à activer le système parasympathique, du coup. Alors que si on fait des expirations rapides, on peut s'hyperventiler, du coup activer le système sympathique. Et du coup, je sais pas si c'est lié à bouche-nez ou si c'est juste lié à la longueur des respirations. ouais, je saurais pas dire. Il y a des raisons de penser ce que tu as dit là, mais non, je saurais pas dire. Pour avoir bien fait les choses, il aurait fallu comparer avec une respiration uniquement orale, Ouais, ouais, pour avoir le point de repère. ce qu'il n'a pas fait. Non, non, il l'a pas fait. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les cycles nasaux? Parce que ça, j'étais pas du tout au courant que ça existait. Je pense que beaucoup de gens ne doivent pas le savoir. Et du coup, peut-être le lien, parce que je crois que c'est lié aussi du coup au système parasympathique et sympathique, même si, encore une fois, je sais pas si c'est causal ou si c'est juste une conséquence des activations en fonction de la journée. Alors les cycles nasaux, c'est super intéressant, mais malheureusement, on n'y connaît pas grand-chose. Mais le principe est que on a deux narines et deux cavités nasales en quelque sorte, et chacune n'est pas autant perméable en fonction du temps. Donc c'est-à-dire qu'à un instant T, on peut tous faire le test, mais on sent qu'on a une narine qui laisse plus passer de l'air que l'autre. Et sauf que si on réitère l'expérience plusieurs fois par jour, on va voir que c'est pas toujours la même narine, de 1, et de 2, que si on itérait ça de manière bien régulière au cours du temps, et qu'on notait est-ce que c'est la gauche ou est-ce que c'est la droite qui est la plus perméable, et voire même à la louche, en quel pourcentage, je dirais 40-60 en faveur de la droite, ou inversement, 70-30, etc., on pourrait voir se dessiner un cycle. Et c'est effectivement le cas, on peut voir un cycle de la perméabilité de la narine droite ou gauche ou l'inverse, donc en faveur de l'une ou de l'autre. Et ce cycle, il a été montré comme étant effectivement présent, alors c'est variable d'étude à étude, mais on va dire chez plus de la moitié des humains inclus dans les études. Des humains parce que ça a été montré aussi comme présent chez d'autres animaux, d'autres mammifères en l'occurrence, j'ai en tête, je sais pas si ça a été testé sur d'autres animaux que des mammifères, mais voilà, il y a même des études qui ont montré que chez 80% des humains inclus de leur étude, c'était présent. Et donc ces cycles ont une période d'une durée de, alors c'est pareil, c'est très variable en fonction des études, il y en a qui ont dit de 30 minutes, il y en a qui ont dit jusqu'à 6 heures. Donc voilà, on peut imaginer que il y en a pour lesquels 4 fois par jour, ils vont avoir cette alternance gauche-droite. Il y en a pour lesquels 48 fois par jour, ils vont avoir cette alternance gauche-droite.
Et donc la question, c'est ensuite, c'est pourquoi? OK, pourquoi, donc déjà, comment, enfin, quel mécanisme? Donc les mécanismes, ça a été, montré que c'était par des histoires de congestion nasale d'une narine plutôt que l'autre. Donc congestion nasale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la muqueuse nasale justement vient s'épaissir, dans une narine qui du coup va être moins perméable et donc ça va donner lieu à une narine bouchée comme ce qu'on a quand on a le rhume. Et donc cette congestion nasale, elle vient du fait que au niveau de la muqueuse nasale, on a plein de vaisseaux sanguins, tout petits vaisseaux sanguins, toutes petites artères, des artérioles, qui, quand elles se dilatent, ben, augmentent l'épaisseur de la muqueuse nasale et donc viennent boucher notre narine en quelque sorte. Et donc l'idée du cycle nasal, c'est que la vasodilatation est asymétrique entre la narine gauche, enfin entre la cavité nasale gauche et la cavité nasale droite, et que cette asymétrie va alterner de la gauche vers la droite au cours du temps. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va y avoir cette asymétrie et alternance de vasodilatation de nos artérioles de la muqueuse nasale? Et donc, ça serait en lien effectivement avec une alternance de tonus sympathique et parasympathique entre la gauche de notre tête et la droite de notre tête, et en l'occurrence, même plus précisément, de notre muqueuse nasale. Et là, on touche au fait que oui, dans notre corps et notre cerveau, il y a une asymétrie. Bon, évidente quand on sait que notre cœur il est à gauche, notre foie il est à droite, etc. Donc de nos organes. Et pour notre système nerveux, il y a une organisation relativement symétrique de la moelle épinière, du tronc cérébral, c'est-à-dire une structure qui est à la base de l'encéphale, mais qui est juste au-dessus de la moelle épinière, mais que plus on monte en, en haut du système nerveux, en quelque sorte, plus on sent une asymétrisation des fonctions. D'où des fois des choses complètement fausses qui vont te raconter du genre le cerveau droit plutôt émotionnel, le gauche plutôt rationnel, etc. C'est faux, mais l'idée vient du fait qu'effectivement, on a une sorte d'asymétrisation de répartition de nos fonctions. Bon, la plus connue, c'est déjà le fait qu'on est droitier et gaucher, donc on a une propension plus à un contrôle plus fin d'un de nos côtés. Et donc le côté opposé de notre cerveau, parce que ça marche comme ça, c'est un peu bizarre, mais ça marche comme ça, qui a une meilleure propension à contrôler notre partie droite, donc le cerveau, l'hémisphère gauche qui contrôlerait mieux notre partie droite que l'hémisphère droit notre partie gauche, de manière plus fine chez nous, droitiers, c'est-à-dire 90 voire 15% de la population. Et donc cette asymétrie de fonction motrice, eh ben, on peut l'imaginer aussi sur le fonctionnement du système nerveux autonome, en tout cas sur le contrôle du système nerveux autonome. En tout cas, c'est comme ça qu'ont été spéculé l'idée d'une asymétrie du pourquoi on a des vaisseaux plus ou moins dilatés entre la gauche et la droite de nasale. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça alterne. Là, j'en ai aucune idée et j'ai pas lu littérature d'ailleurs sur le sujet. Et donc ensuite, la question, c'est pourquoi, à quoi ça sert ce cycle nasal. Là aussi, il n'y a que des spéculations. Il y en a qui racontent des fonctions alors, je dirais que le plus crédible, c'est pour revenir justement à la fonction comment dire, de nettoyage de notre muqueuse olfactive, et ben, de notre muqueuse nasale, pardon. Et ben pour nettoyer, elle a besoin de cette muqueuse nasale en parfaite santé, et donc en quelque sorte, il faudrait faire en sorte qu'il y ait un côté qui travaille pendant que l'autre se repose, et inversement, histoire de régénérer l'histoire, et donc faire un cycle. Et donc ça, donc une fonction purement ouais, de nettoyage immunitaire est liée à notre respiration. Et donc l'intuition euh, de cette, en faveur de cette hypothèse vient du fait que chez une manip, chez le chat par exemple, ils ont montré que en, en modifiant l'activité des groupes de neurones, donc des noyaux qui génèrent la respiration dans le tronc cérébral du chat, donc une partie du tronc cérébral qui permet de contrôler notre respiration, et ben ils ont modifié
ils ont même annulé l'alternance, donc la présence du cycle nasal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en partie, ça pourrait être les noyaux respiratoires eux-mêmes qui ordonnent ce cycle nasal. Et donc ça donne une intuition au fait que ce cycle nasal est là pour servir à notre respiration. Voilà. Ensuite, il y a des hypothèses spéculatives qui parlent d'un éventuel rôle dans la perception des molécules odorantes, justement, où ça pourrait servir la perception globale, dont j'ai pas le mécanisme en tête. Ok, merci. Ouais, c'est un sujet quand même un peu mystérieux au niveau de la science, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore exactement la fonction. On a trouvé que c'était là, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Ouais, comme plein de trucs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool dans la science. Ouais, c'est qu'il y a encore de la place pour faire des trouvailles. Oh, bah, de toute façon, la science, on soulève souvent plus de questions qu'on répond à de réponses. Donc ça donne un côté infini. Et est-ce que tu aurais des techniques respiratoires du coup à nous partager, à la fois pour se détendre, que ce soit comme dans une sorte de méditation où la personne prend le temps, ou peut-être sur le moment, je ne sais pas s'il y en a qui sont suffisamment rapides, genre si par exemple quelqu'un va devoir passer à l'oral et il a 2 minutes avant de passer pour se détendre, et à l'inverse, lorsqu'on n'arrive pas à réviser ou qu'on doit se réveiller, qu'on doit trouver quelque chose, comment est-ce qu'on pourrait avec de la respiration justement se servir à réactiver le système sympathique pour reprendre de l'énergie et être plus vif. Alors, bah, dans la situation inconfortable et assez instantanée que peut représenter, par exemple, bah, une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, une crise de panique, etc. Donc, parmi les mécanismes qui expliquent la crise d'angoisse, on peut imaginer une activation un peu exacerbée d'une structure du système limbique qui est l'amygdale, qui va nous donner cette sensation extrêmement désagréable, point, juste, et donc de peur, de panique, mais même sans objet, et qui va avoir un retentissement sur notre rythme respiratoire, d'ailleurs, dans la tendance hyperventilation. Et donc là, on aura envie de se dire que jouer sur notre ventilation à ce moment-là pourrait essayer d'annuler en quelque sorte le cercle vicieux qui est initié par notre amygdale. Et donc ce qu'il faut, le conseil dans ce genre de cadre, c'est essayer, tant que possible, de ralentir notre respiration. Donc c'est un peu paradoxal parce que dans ces moments-là, on a l'impression d'un manque d'air, et donc on se dit que si je ralentis ma respiration, je vais encore moins en avoir. Mais en fait, ça a du sens si on se dit que je ralentis ma respiration, mais du coup, j'amplifie mes mouvements respiratoires. Donc, le volume d'air mobilisé va peut-être être le même, mais juste plus calme. Et en l'occurrence, dans ce genre de moment, on a aussi une tendance à, à, comment dire, à passer autant de temps en inspiration qu'en expiration. Or, naturellement, quand on est à l'état de repos, comme ça, on passe à peu près un tiers de temps en inspiration et 2 tiers de temps en expiration. Et donc, essayer de reproduire cet état naturel pourrait aider à amoindrir ce moment d'angoisse, de panique. Et d'autant que d'un point de vue de la concentration en gaz dans notre sang, eh ben, il y a un phénomène un peu pareil, euh, euh, un cercle vicieux qui se passe au moment de notre crise d'angoisse, où il va y avoir euh, on va beaucoup ventiler, donc on va beaucoup faire entrer de l'oxygène dans nos alvéoles pulmonaires et dans notre sang, et qui va alimenter notre cerveau, et inversement, on va beaucoup retirer du CO2 de notre sang vers l'extérieur, mais de manière exacerbée. Et le CO2, par une certaine réaction chimique, il est en lien avec le pH, c'est-à-dire la concentration en H+ dans notre sang. Et donc, quand on enlève du CO2, on va finalement enlever des protons, des H+ dans notre organisme, et donc entraîner ce qu'on appelle une alcalose respiratoire, parce qu'il va y avoir une augmentation du pH par perte de concentration en H+. Et donc, il faut essayer, et ça va avoir
propension de presque auto-activer l'amygdale et mettre en place ce cercle vicieux. Et donc, une manière de respirer est aussi d'essayer de passer beaucoup de temps en expiration, justement en pause, pour réguler de manière naturelle, pour faire retendre la proportion de temps passé en inspiration, en expiration, vers la manière naturelle d'être, et pour réguler du coup les gaz, la concentration en gaz, en protons, en CO2. Et donc, en somme, je dirais respiration lente et ample, avec pas mal de temps passé en expiration. C'est ce qui est préconisé pour répondre à ce genre de situation aiguë que représente l'attaque de panique ou la crise d'angoisse. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour la question de, ok, là, j'ai besoin de me réveiller, j'ai un partiel à faire, etc. Difficile à dire, mais j'aurais envie de dire, c'est le pire moment ce serait le pire moment pour se mettre en crise d'angoisse. Et donc, pour s'éveiller, j'aurais envie de dire qu'il faut hyperventiler, donc respirer rapidement, etc. Mais j'aurais envie de dire que ça donne un potentiel à faire une crise d'angoisse, en tout cas à angoisser, etc. Donc à l'inverse, j'aurais plutôt envie de dire respiration calme, lente et ample, pareil, et nasale, donc j'ai oublié de dire nasale, et surtout dans le cadre précédent de la crise d'angoisse, respiration nasale, bien plus intéressante via tout ce qu'on a dit antérieurement. Ce nasal donne une sensation de courant d'air qui passe dans notre corps beaucoup plus via une respiration buccale, et cette seule sensation de courant d'air qui passe dans notre corps est apaisante via justement les aspects trigéminaux et autres dont j'ai parlé avant. Donc voilà, courant d'air nasal. Donc respiration nasale, lente et ample. Je dirais que c'est la bonne chose dans le cadre d'une crise d'angoisse / attaque de panique, ou même au moment de vouloir s'éveiller, mais en même temps rester calme dans de tout ce dont on a besoin dans le cadre d'un partiel. Et ensuite, plus généralement, on peut se poser la question de potentiels effets sur la santé de certaines manières de respirer, certains protocoles respiratoires. Il y a une respiration en tout cas une manière de respirer qui est assez intéressante. Donc, j'ai dit respiration nasale, lente et ample. Et par lente, la question c'est à quel point il faut que ce soit lent. Et donc il y a une fréquence ou une fréquence qui a l'air plutôt intéressante qui est 10 secondes par cycle respiratoire. Donc c'est 0,1 Hz, donc 10 secondes par cycle respiratoire, c'est-à-dire 6 cycles respiratoires par minute. On va dire dans une proportion inspi-expi. Il y en a qui ont essayé de dire qu'il fallait faire du 50-50. Moi, je dirais qu'il faut plutôt rester naturel, un espèce de 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers d'inspiration, 2 tiers d'expiration. Mais en tout cas, cibler cette fréquence 0,1 Hz, donc 6 cycles par minute ou 10 secondes par cycle respiratoire, c'est intéressant, et la raison elle, est super intéressante, c'est que donc, outre le fait que les histoires que je racontais précédemment sur l'entraînement de notre système olfactif et de notre cerveau par notre rythme respiratoire, ce phénomène qui se passe de manière plus importante dans le cadre d'une respiration de 1 nasale et de 2 lente et ample. Donc ça a été montré par certains travaux, et y compris les miens. Il y a un effet particulier de la respiration donc à 0,1 Hz qui est une potentielle résonance de notre rythme respiratoire avec des rythmes cardiovasculaires déjà présents à cette fréquence-là, en l'occurrence 0,1 Hz.
Et donc là, quand je dis 0,1 Hz, 10 secondes par cycle, ça peut rappeler la notion de cohérence cardiaque. Donc oui, en gros, c'est ça. C'est 10 secondes par cycle respiratoire. Et pourquoi? Parce que en fait, dans notre pression artérielle, comme tout système biologique, c'est un phénomène dynamique, c'est-à-dire qui n'est pas du tout stable, qui varie pour tout un tas de choses. Donc chaque battement cardiaque induit des variations de pression artérielle, mais chaque cycle respiratoire induit aussi une onde de pression artérielle. Et donc cette onde de pression artérielle, médiée par la respiration, dépendante de la respiration, elle porte un nom en lien avec ceux qui l'ont découvert, elle s'appelle l'onde de Traube-Hering. Traube, ça s'écrit T-R-A-U-B-E, Hering, H-E-2-R-I-N-G. Donc cette onde de Traube-Hering, c'est l'onde de pression artérielle médiée par la respiration. Mais parmi toutes les ondes qui s'additionnent pour donner lieu à l'aspect dynamique de notre pression artérielle, il y en a une autre qui est encore plus lente, qu'on appelle, en lien avec celui qui l'a caractérisé en premier, l'onde de Mayer, M-A-Y-E-R, qui est justement une onde du coup hémodynamique de pression artérielle qui oscille à 0,1 Hz, donc à 10 secondes par cycle. Et donc naturellement, on a ce rythme dans notre pression artérielle. Et donc, si on vient respirer à cette même fréquence, alors l'onde de Traube-Hering peut venir s'additionner à l'onde de Mayer et du coup venir amplifier les ondes de pression artérielle liées à les ondes de pression artérielle naturellement présentes dans notre corps. Et ça, via un phénomène réflexe qui s'appelle le baroréflexe, et ben ça va venir moduler particulièrement notre fréquence cardiaque, et cette espèce de boucle de phénomène va être qui existe uniquement parce que il y a des neurones dédiés à recevoir l'information de qu'est-ce qu'il en est de ma pression artérielle et ensuite de la réguler en jouant sur le tonus de nos vaisseaux et aussi l'activité cardiaque, c'est-à-dire des neurones du système nerveux autonome. Et bien parce qu'il y a des neurones du système nerveux autonome qui du coup vont être particulièrement activés, et en l'occurrence même, je dirais même du système nerveux parasympathique, qui vont être particulièrement activés dans ce genre de situation où on vient faire synchronie entre les ondes de Traube-Hering et les ondes de Mayer, et ben ça fait émerger l'idée que c'est une manière de respirer qui amplifie le tonus du système nerveux parasympathique, qui lui est plutôt protecteur sur notre organisme. Et donc de là, ils ont montré, certains articles, les bons effets sur la santé mentale et physique de respirer à 0,1 Hz, donc en cohérence cardiaque. De type, ils ont montré par exemple, alors c'est pas forcément facile à faire, mais 15 minutes par jour de cohérence cardiaque, donc de 10 secondes par cycle respiratoire, pendant plus de 3 mois, avait diminué la pression artérielle globalement, donc la pression artérielle moyenne au cours de la journée, et avait d'autres bons effets sur le système cardiovasculaire et aussi sur l'état mental, sur des aspects d'anxiété et de dépression. Donc voilà, s'il y a généralement une manière de respirer pas tout le temps, mais en tout cas de faire quelques exercices respiratoires quelques minutes par jour, le conseil, c'est effectivement cette histoire de cohérence cardiaque qui, par ce phénomène et plein d'autres aussi, plus ou moins bien compris, pourrait avoir de bons effets sur la santé, donc 10 secondes par cycle respiratoire. Bah écoute, merci beaucoup Valentin. Bah de rien, merci beaucoup à toi et puis aux auditeurs d'avoir la patience d'écouter. À la prochaine. À la prochaine, au revoir.